Salut à tous les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu particulière, différente de d'habitude. Je lance un nouveau concept sur cette chaîne. Comme vous le voyez à l'écran, ça va être un value asset sur le thème de la fiscalité de l'immobilier. Alors qu'est-ce qu'un value asset? Le terme ne vient pas de moi, je l'ai piqué à Mathis Chloé pour ceux qui connaissent. Mais le concept est très simple. En fait, un value asset, c'est tout simplement un contenu de valeur. Donc ça va être dans mon cas, moi, des sortes de masterclass, des sortes de petites formations gratuites sur des thèmes de la gestion de patrimoine. Le premier, là, c'est la fiscalité de l'immobilier. Ça pourrait être par la suite tout ce qui est régime matrimoniaux. Ça pourrait être aussi des contenus un peu plus financiers, donc sur les produits dérivés, les produits structurés. Voilà, je libre cours aussi à vos envies. Vous pouvez les dire en commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo un peu par hasard, je me présente très rapidement. Je m'appelle Louis, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en master gestion de patrimoine de Paris-Dauphine. Et en parallèle, je suis en alternance dans une banque privée pure player. Et depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2024, je publie sur différents réseaux, donc YouTube, Insta, TikTok. Je publie du contenu à propos de moi, de ma vie. Donc évidemment, ça parle beaucoup de gestion de patrimoine et de banque privée. J'ai vraiment 80% de mes vidéos et de mon contenu qui parlent de ça. Et le 20% restant, c'est un peu plus dev perso, des idées entrepreneuriales et autres. En fait, tout simplement, j'essaie de parler de choses qui m'intéressent. Et la gestion de patrimoine en fait partie. Donc, initialement, c'est vrai, je cherchais vraiment à démystifier le milieu de la banque privée, le milieu de la gestion de patrimoine. C'est un milieu dont personne ne parlait en fait sur les réseaux. Tout le monde parlait de private equity, de M&A et de VC, mais personne ne parlait de banque privée et de gestion de patrimoine. Et donc moi j'ai tout simplement vu un besoin et j'ai cherché à le pallier avec mes humbles connaissances sur le sujet. Et j'ai cherché comme ça à démystifier un peu ce milieu, à transpariser certaines pratiques, apporter un peu de clarté et donner mon avis aussi qui peut être objectif parce qu'il n'est pas subordonné à une autre entreprise ou autre. Donc voilà, je peux parler assez librement de sujets qui m'intéressent. Et donc c'est vrai que Là, depuis janvier, j'essaie de donner des conseils surtout aux étudiants sur quelle formation faire, quel métier pourrait correspondre au mieux à la personnalité de chacun, dans quelle entreprise faire son stage ou son alternance. Voilà, toutes ces questions un peu d'étudiants. Et là, j'essaie de transitionner aussi un peu plus vers des contenus un peu plus techniques qui peuvent parler non seulement à des étudiants de gestion de patrimoine qui pourront s'appuyer sur ces value assets pour leurs cours et pour leurs devoirs et autres, mais aussi justement pour des entrepreneurs, des gens qui cherchent à s'intéresser un peu à la gestion de patrimoine, mais pour leur patrimoine à eux, qui cherchent à avoir quelques techniques, comprendre un peu comment tout ça fonctionne, vraiment avoir une vue globale sur la fiscalité, la finance et la comptabilité. C'est des domaines qui sont propres à la gestion de patrimoine et qui au final sont dans la vie de chacun. Donc voilà, trêve de blabla, l'introduction est faite, je vais passer directement au principal et donc à ce value asset. Vous avez vu, à chaque fois les value assets, je vais essayer de les faire dans des maps comme ça. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus clair. Bon là, ça paraît, il y a beaucoup d'infos, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. J'ai essayé de faire un contenu qui est certes très détaillé, mais pas trop technique. Ça veut dire que à la fin de cette vidéo, normalement, vous saurez absolument tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité de l'immobilier. J'ai trouvé aucune autre vidéo aussi détaillée en ligne. Donc vraiment, je pense que à ce niveau-là, vous serez comblé. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le trop technique non plus sur les micro trucs à faire, les micro changements, les micro exceptions. Je pense que c'est pas le sujet, c'est pas le but. Il y a aussi plein de trucs que j'ai écrits dont je vais pas forcément parler où je passerai en survol dessus, tout simplement parce que vous pouvez récupérer vous directement cette map là. Il faudra juste cliquer sur le lien en description si vous voulez récupérer tout simplement ce cours. Comme ça, vous pourrez l'avoir chez vous tranquillement et vous pouvez le relire un peu à tête reposée. Mais ici, je ne vais pas essayer de faire une vidéo de 1 heure et demie, c'est pas le but. Je vais essayer d'être concis, précis, détaillé et accessible surtout. Donc voilà, vous allez voir, ce cours va se dérouler en 3 parties distinctes que sont l'acquisition, la détention et la cession. On va commencer directement par l'acquisition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 manières principales d'acheter un bien, soit en nom propre, soit en société. Donc, en nom propre, c'est tout simplement toi, ta personne physique qui va acheter et détenir le bien. La société, ça va être ta personne morale, on verra après les différentes formes, mais qui va détenir le bien et tu pourras après bouger justement l'actionnariat, tu pourras après vendre tes parts, revendre tes parts à tes enfants, tes potes pourront acheter des parts aussi, ta soeur pourra acheter des parts, bref. C'est des logiques un peu différentes. Souvent, on achète en société pour transmettre les biens à terme ou si on veut acheter à plusieurs aussi parce que, comme je vous ai dit, la société va détenir le bien en direct et ensuite, tout ce qui est les parts de la société pourront être rebasculées, revendues, reachetées, remachin.
Tout ça, ça va pouvoir se faire sans impact direct sur le bien immobilier et il n'y aura pas ce qu'on appelle de l'indivision. Aujourd'hui, si on achète en nom propre un bien, qu'on l'achète à deux, par exemple, toi, tu l'achètes avec ton pote un bien immobilier, vous allez être co-indivisaire, ce qu'on appelle sur le bien. Le bien va être en indivision, ça implique pas mal de bordel et de choses un peu compliquées. En société, c'est beaucoup plus simple, donc c'est la principale raison de pourquoi on achète en société. Mais il y en a d'autres et on va y venir après. Les formes principales de société pour acheter de l'immobilier, on va avoir la SNC, la SARL de famille, la holding patrimoniale, qui sont des formes pas très intéressantes, ou en tout cas que je ne vais pas forcément détailler ici. Je reviendrai juste rapidement moi sur la SARL de famille un peu plus tard parce que vous allez le voir, ça permet quand même des avantages assez ouf. Mais on connaît tous quand même la société, la principale société pour acheter de l'immobilier qui est la SCI, donc Société Civile Immobilière. Il faut savoir qu'une SCI, elle peut être soit à l'IR, soit à l'IS. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique tout de suite. Vous allez comprendre en fait tout ça par la suite quand on viendra sur la location et sur la revente d'un bien. Mais globalement, une SCI, il faut comprendre quand même qu'au moment de sa constitution, on peut décider de la mettre soit à l'imposition sur le revenu, soit à l'imposition sur les sociétés. Ce qu'il faut surtout savoir et comprendre, mais encore une fois, on y reviendra un peu plus en détail après, c'est qu'il y a des spécificités à la SCI, à l'IR et à l'IS. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans une SCI à l'IR, là où dans une SCI à l'IS, on a une beaucoup plus grande liberté. Par exemple, et c'est le point essentiel sur lequel je vais appuyer ici, on ne peut pas faire de location meublée dans une SCI à l'IR. Ce n'est pas possible. Il y a certes une petite tolérance de l'administration fiscale sur la location meublée dans une SCI à l'IR si les revenus de cette location meublée ne dépassent pas 10% des revenus totaux de la SCI, mais ça reste anecdotique. Quand on veut faire de la location meublée et qu'on veut être dans une SCI, ça sera forcément une SCI à l'IS. Ça, c'est important pour la suite. Bon, ensuite, toutes ces petites questions-là, je vous les mets, vous pourrez les voir en cliquant sur le lien en description, encore une fois, quand vous aurez le cours chez vous. Mais je ne vais pas les détailler maintenant parce que ça va vous perdre et on va le voir tous ces points-là en fait en détail par la suite. Moi là, je voulais juste vous montrer que voilà, une acquisition peut se faire soit en nom propre, soit en société et qu'il y a différentes sociétés possibles et qu'il y a différents modes d'imposition possibles pour les sociétés. Petit détour, petite parenthèse sur les frais dans le cas d'un achat d'un bien immobilier. On parle souvent de frais de notaire qui sont de 7 à 8%. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme-là. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour montrer que en fait, le notaire ne touche pas du tout 7 à 8% du bien immobilier et que vos frais, vous, sont de 7 à 8% en règle générale, mais que ça peut un peu varier. En fait, on le voit ici, j'ai détaillé les frais de notaire et on le voit, donc il y a des droits d'enregistrement à hauteur de 5,8%. Les émoluments du notaire qui sont donc effectivement ce que touche vraiment le notaire, donc qui sont 10 fois inférieurs à ce qu'on peut penser quand on parle de frais de notaire de 7 à 8%, en fait ça représente 0,8% hors taxe. Donc après il faudra rajouter un peu la TVA de 20%, mais voilà. Ensuite il y a la contribution de sécurité immobilière à 0,1% et vous avez des formalités entre 500 et 1000 euros, donc des frais de dossier. Le petit point qui va varier sur ces frais-là, c'est uniquement les droits d'enregistrement. Tout le reste va rester exactement pareil, peu importe le bien, peu importe si c'est un neuf, si c'est un meublé, si c'est un terrain à bâtir, peu importe, ça va rester pareil. Ce qui va changer, ça va être les droits d'enregistrement. Ce que je vais appeler les DE ici, pour petite abréviation. Vous le voyez, donc on va voir la différence de ces droits-là à payer n'est pas, et je vais aller très rapidement là-dessus parce que c'est pas très important, mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Les droits d'enregistrement peuvent varier en fonction de si c'est un immeuble ancien ou un immeuble neuf / terrain à bâtir. Si c'est un immeuble ancien, on va payer des droits d'enregistrement classiques. Si c'est un terrain à bâtir ou un immeuble neuf et que le vendeur est particulier, on va là aussi payer des droits d'enregistrement classiques. Donc dans 95% des cas, vous allez payer des droits d'enregistrement classiques. Ce que j'appelle classique, c'est 5,8%, ce que j'ai mis ici. Si c'est un vendeur professionnel qui vend un immeuble neuf ou un terrain à bâtir, alors les frais à payer vont être des droits d'enregistrement auto-réduits plus de la TVA qui va s'appliquer. Petit cas particulier, si vous achetez des titres de société à prépondérance immobilière. On l'a vu, vous pouvez acheter un immeuble en nom propre ou via une société, ça c'est une chose, mais vous pouvez aussi acheter des titres d'une société qui détient de l'immobilier. Ce qu'on va appeler des titres de société à prépondérance immobilière, c'est une société dont l'actif, dont plus de 50% de l'actif est représenté par de l'immobilier. Ça va être par exemple des parts d'une SCI. Si je veux acheter des parts d'une SCI, je vais avoir des droits d'enregistrement qui vont être fixés à 5%. Bon, ici, c'est un peu anecdotique, mais je voulais insister sur cette notion de société à prépondérance immobilière
parce qu'on va le voir par la suite et au moins vous savez ce que c'est. Donc là, vous avez une big picture de l'acquisition en France. Comment ça se passe? Comment ça se structure? Si j'achète en nom propre, si j'achète en société, les frais, etc. Dans 90% des cas, l'immobilier se fait soit en nom propre via de la location meublée, ce qu'on va appeler de la location meublée non professionnelle, soit via une SCI qu'on va mettre également à l'IS pour pouvoir faire de la location meublée. En fait, il faut comprendre que la location meublée, ça représente vraiment une énorme partie du marché de les locations en France. Il y a très peu de locations nues et pour des raisons fiscales, hein, on va le voir par la suite. Mais donc, on va essentiellement sur ce cours-là se focus sur ces deux méthodes-là d'acquérir à l'immobilier, que sont la SCI à l'IS ou en nom propre via le régime de LMNP qu'on va voir par la suite. Et donc là, vous le voyez, je vais prendre à chaque fois ces deux cas, donc en nom propre ou via une SCI à l'IS, et je vais faire des exemples chiffrés. Je vais prendre en fait le même exemple que je vais faire évoluer sur la partie acquisition, sur la partie détention et sur la partie cession. Et comme ça, vous allez voir vraiment de A à Z les différences en fonction du régime que vous choisissez. Ici, rien ne change. Pour l'acquisition, vous le voyez, le paiement des frais est le même. Vous allez payer en gros pour un appartement ancien de 100 000 euros, vous allez payer 108 000 euros. Et vous avez le détail des frais ici qui est ni plus ni moins que ce que je vous ai mis ici dans le détail des frais de notaire. Grosso modo, il n'y a rien d'important ici. Et je voulais juste vous montrer que voilà, cet exemple va être tiré par la suite et que pour ce qui est de l'acquisition, en tout cas, ça ne change rien. Mais on va le voir, pour ce qui est de la détention et de la cession, il y a pas mal de petites particularités et on va y venir tout de suite d'ailleurs. Partie sur la détention. C'est le gros bout là, il va falloir être concentré. C'est vraiment la partie la plus importante parce que c'est là où il y a le plus de différence. Et la cession, on verra, c'est assez simple. La détention, il y a quelques petites spécificités. Donc je vais rentrer dans le détail, mais sans être trop technique encore une fois. Le but, c'est pas de vous perdre, c'est de vous donner une image globale. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous pourrez encore une fois, comme je vous ai dit, récupérer toute cette map-là pour la regarder chez vous. Donc il faudra juste cliquer sur le lien en description. Donc, la location. Je vous l'ai dit, la location peut être soit une location nue, soit une location meublée. Dans 90% des cas, ça va être de la location meublée parce qu'on va le voir, le régime est intéressant. Néanmoins, je vais quand même me focus ici aussi sur la location nue et ce qu'on appelle le régime foncier. Vous avez déjà sûrement entendu ce terme-là. Le régime foncier s'applique uniquement quand on fait de la location nue. En France, régime foncier égale location nue. Dans ce régime foncier, il y a deux possibilités. Soit vous touchez moins de 15 000 euros. Donc, quand je dis vous touchez, c'est vos revenus fonciers s'élèvent à moins de 15 000 euros. Donc, si vous mettez en location un bien à 1 000 euros par mois, à la fin de l'année, vous allez récupérer 12 000 euros. Donc, ça sera en dessous de 15 000 euros. Vous allez pouvoir opter dans ce cas-là pour le régime micro-foncier. Ce qu'on appelle le régime micro-foncier, en gros, c'est un régime plus simple pour calculer combien on va devoir payer d'impôts sur ces revenus-là. Le calcul est hyper simple, comme je vous ai dit, et c'est pour ça que ça ne demande pas d'expert comptable, ça ne demande aucune formalité particulière. C'est vraiment le régime le plus simple, mais on va le voir, forcément, ce n'est pas le plus intéressant. Ici, on a donc nos revenus fonciers, on va reprendre notre cas de 12 000 euros. Si on a un revenu foncier à 12 000 euros, on va pouvoir appliquer un abattement à 30%, 3 600 euros pour 12 000 euros. Et notre impôt va être dû sur cette somme-là, donc sur 12 000 moins 3 600, ce qui fait 8 400 euros. Vous allez devoir payer des impôts sur 8 400 euros et non 12 000 euros, tout simplement parce qu'on va pouvoir appliquer un abattement de 30%. Cet abattement-là, en gros, ça correspond un peu à toutes les charges que vous pouvez avoir quand vous mettez à disposition un bien pour un locataire. Donc c'est pour ça qu'on a pris un abattement de 30%. Mais on va le voir, ce n'est pas le plus intéressant. Donc si vous avez 12 000 euros de revenus, vous pouvez également opter pour le régime réel. Ce régime réel, si on passe la barre des 15 000 euros de revenus, il est obligatoire. On ne peut pas avoir le régime micro si on a plus de 15 000 euros de revenus par an. Mais si on a moins de 15 000, on peut soit opter pour le régime micro, soit opter pour le régime réel. Et on va voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Ça va dépendre du montant de vos charges. En fait, dans le régime réel, comme son nom l'indique, on va réellement calculer les charges déductibles. On ne va pas appliquer un abattement de 30%, mais on va vraiment calculer combien ça nous a coûté de mettre à disposition ce bien en prenant en compte uniquement les charges déductibles. Et on va le voir après, il y a une petite distinction à faire. Et ça va venir réduire notre assiette d'imposition. On va pouvoir diminuer notre assiette taxable, souvent de bien plus que 30%. Et c'est pour ça que je vous disais que le régime micro n'est pas forcément très intéressant, malgré qu'il soit extrêmement pratique. Donc,
Pour le régime réel, vous avez ici le calcul de l'assiette taxable. L'assiette taxable, donc c'est l'assiette sur laquelle vous allez être taxé, hein, c'est votre base d'imposition. Vous avez les loyers encaissés, donc dans notre cas 12 000 euros, moins les charges déductibles. Les charges déductibles, ça va être par exemple les frais de notaire, quelques travaux. Et là, j'attire votre attention justement sur ces travaux. Dans le cadre d'un régime foncier réel, donc dans le cadre de location nue, avec un régime réel, on ne peut pas déduire de notre assiette d'imposition des travaux d'agrandissement ou de construction. Si je transforme un 3 pièces en 2 pièces et que je le loue nu, je ne pourrai pas déduire tous les travaux qui m'ont permis de faire cette transformation-là, justement parce que ces travaux viennent ce qu'on appelle modifier la nature intrinsèque du bien, et donc ils ne vont pas pouvoir être déductibles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va le voir dans la location meublée, on pourra déduire ces travaux. Et donc là, c'est un gros point qu'on va voir après justement dans l'exemple. On le verra, c'est une grosse différence entre la location nue et la location meublée. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle on fait beaucoup de location meublée en France, parce qu'en général, quand on achète un bien et qu'on le rénove, on rentre dans ce qu'on appelle les travaux d'agrandissement ou de construction. Par exemple, si on rajoute une chambre ou si on casse la cuisine, on la met autre part ou autre, ça peut rentrer dans des travaux de construction ou d'agrandissement, et donc on ne pourra pas forcément les déduire si on est en location nue. Donc maintenant, vous devez vous dire, ok Louis, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de charges que de revenus? Si j'ai fait 20 000 euros de travaux qui rentrent dans les charges déductibles, comment ça se fait? Est-ce que je vais payer de l'impôt? Est-ce que je ne vais pas payer d'impôt? Non, tu ne vas pas payer d'impôt tout simplement parce que tes charges sont supérieures à tes loyers. Donc ça va venir réduire ton assiette taxable à 0 et ça va même l'amener à moins 8 000. Si on a 12 000 de loyers encaissés et qu'on enlève 20 000, ça fait moins 8 000. Et là, vous devez vous dire, ok, et qu'est-ce qu'on va en faire de ce moins 8 000? Ce moins 8 000 va rentrer dans ce qu'on appelle le déficit foncier. En fait, vous pouvez faire du déficit foncier si vos charges sont supérieures à vos revenus, comme on vient de le voir. Si vous avez fait 20 000 euros de travaux et que vous avez 12 000 euros de loyer encaissé, vos charges sont supérieures à vos revenus. Et ce déficit va être quand même limité à 10 700 euros. Ce qu'il faut comprendre que du coup, ce déficit dans la limite de 10 700 euros va venir réduire votre imposition générale. Si le déficit dépasse les 10 700 euros, par exemple, on a fait 50 000 euros de travaux, il va être reportable sur 10 ans sur les prochains revenus fonciers et sur 6 ans sur les prochains revenus globaux. On rentre un peu dans le détail ici, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive en dessous de 0, déjà on va payer 0 la première année. C'est que si on a par exemple 20 000 euros c'est que par exemple si on a 12 000 euros de revenus et qu'on fait 42 000 euros de travaux, on va être à moins 30 000 euros de déficit, mais ce déficit-là va être limité à 10 700 euros par année. Et donc en fait, la première année, on va pouvoir réduire notre base d'imposition de 10 700 euros. L'année suivante, on va pouvoir encore la réduire de 10 700 euros. Et l'année d'après, on va pouvoir la réduire du solde. Donc ça fait 8 600 euros. Parce qu'on a réduit de 10 700 moins 10 700, ça fait 21 400. Et il nous restera donc 8 600 à déduire la dernière année. Bref, il y a des petites spécificités encore une fois à ce déficit. Si on est dans une passoire énergétique, on a 10 700 euros de déficit bonus qu'on peut impliquer. Je ne rentre pas dans les détails, vous verrez un peu, pareil, il y a des particularités pour les intérêts d'emprunt. Vous pourrez voir ça directement à tête reposée. J'ai mis un petit exemple en plus, c'est assez simple à comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en dessous de la vidéo, soit directement en DM Insta, je pourrai vous répondre. Tout ça, ça nous mène à quoi? Ok, on a calculé l'assiette taxable. Maintenant, combien ça nous coûte concrètement? À combien sont imposés les revenus fonciers en France? Il faut comprendre que les revenus fonciers en France sont les revenus qui sont les plus imposés. De tous les revenus possibles, que ce soit des revenus de capitaux, les revenus du travail ou autres, les revenus fonciers sont les revenus qui sont les plus taxés. Une fois que vous avez calculé votre assiette taxable, donc vous avez fait loyer moins charges déductibles, cette assiette taxable va être imposée à votre tranche marginale d'imposition de l'impôt sur le revenu, qui peut être maximum de 45%, plus aux prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, plus uniquement si vous avez des hauts revenus, à CEHR qui va être de l'ordre de 3 ou 4% maximum. Ici, ça fait un total de 66,2%. C'est l'imposition maximale et marginale. Je m'explique. Ces PS-là, donc ces prélèvements sociaux, ils vont être, quoi qu'il arrive, dus à hauteur de 17,2%. Ok. Cette CEHR, je ne vous ai pas mis le barème, il me semble que je l'ai mis après. En gros, c'est uniquement si on gagne plus de 250 000 euros de revenus, on a 3%. Et si on gagne plus de 500 000 euros de revenus, on a 4%. Mais en gros, c'est pour les gens qui gagnent beaucoup de sous. Toi, si tu t'achètes ton petit appart et que tu le mets en location nue, cette contribution au revenu, tu ne vas pas la payer. Et ici, l'IR, donc l'imposition sur le revenu, je vous ai mis un taux de 45,
Tout simplement parce que c'est le taux maximal marginal. Donc vous le savez, l'impôt sur le revenu en France, ça fonctionne par tranche. Donc en fait, on a une tranche à 0, une tranche à 11, une tranche à 30, une tranche à 41 et une tranche à 45. Je vous mettrai en plus sur le petit truc là, je vous ai pas mis ce barème là, je pourrais vous le mettre si ça vous intéresse dans le PDF, comme ça vous l'aurez aussi au même endroit. Si vous êtes à 90 000 euros de revenus par an, vous allez le voir, votre TMI elle est à 41. Ça ne veut pas dire que vous allez payer 41% sur 90 000 euros. Il y a un calcul qui se fait et en fait il va se faire par tranche. Donc de 0 à 11 000 euros, vous allez payer 0. De 11 000 à tant, vous allez payer 11%. Bref, il y a tout un calcul par tranche qui se fait. Et donc, c'est pour ça que je mets bien marginalement ici. En fait, en gestion de patrimoine, on raisonne toujours à la marge. Ça veut dire, ici, on va se dire, ok, si vous gagnez déjà 200 000 euros par an, alors votre TMI, elle va être à 45 effectivement. Et donc, si en plus de ça, vous rajoutez des revenus fonciers, donc si une fois que vous êtes à une TMI de 45, vous achetez un appartement pour le mettre en location nue, et bien vous allez être imposé sur effectivement 45% de tous ces revenus fonciers-là. Parce que votre TMI, elle est déjà atteinte, vous êtes déjà à 45%. Donc tout revenu supplémentaire à partir du seuil qui correspond au 45% est taxé effectivement à 45%. Donc en gros, ça vous fait un total maximal hypothétique de 66,2%. Juste, en fait, c'est énorme. C'est pour ça que je vous montre ça. Donc ça, c'est pour la location nue. On l'a vu, il y a soit le régime micro-foncier, soit le régime réel. On peut déduire des charges, mais pas toutes les charges. Notamment, on ne peut pas déduire les travaux d'agrandissement et les travaux de construction. Ensuite, on arrive au gros du gros, la location meublée. Je vous l'ai dit, c'est la location qui est la plus utilisée en France. Donc la location nue, on appelle ça le régime foncier. La location meublée, on va appeler ça le régime BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Ici, même chose que pour la location nue, vous avez deux possibilités, le régime micro ou le régime réel. Donc ici, on est bien au régime micro-BIC. Et donc, on ne parle plus de revenus fonciers, mais bien de chiffre d'affaires. Grosso modo, c'est la même chose, mais c'est juste la nomenclature qui change. Si votre chiffre d'affaires cette fois-ci est inférieur à 77 700 euros, alors vous allez pouvoir opter pour le régime micro-BIC et l'abattement cette fois-ci n'est plus de 30 mais de 50%. Donc là on se dit ok c'est pas mal, si je gagne 50 000 balles de revenus BIC pour de la location annuellement, je vais pouvoir abattre 50% de ça, donc payer des impôts uniquement sur 25 000 euros. Mais au même titre que pour la location nue, cet abattement peut paraître intéressant, mais on va le voir par la suite qu'il y a beaucoup mieux à faire, notamment avec le régime réel. Donc, si vous avez moins de 77 700 euros, vous pouvez opter pour le régime micro ou le régime réel. Et si vous avez plus de 77 700 euros, vous passez directement au régime réel. Ici, régime réel, très important, on va différencier le régime des BIC professionnels et le régime des BIC non professionnels. Dans la majorité des cas, vous serez au BIC non professionnel, ce qu'on va appeler LMNP. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure LMNP. C'est loueur meublé non professionnel. Pourquoi dans la majorité des cas vous serez là-dedans? Parce que pour être un loueur meublé professionnel, ce qu'on appelle un LMP, il faut deux conditions. La première, c'est que les recettes annuelles tirées de vos locations soient supérieures à 23 000 euros. Donc là, on se dit, ok, bon, en vrai, c'est atteignable. Mais il faut aussi que ça soit supérieur à 50% de la totalité de vos revenus. En gros, il faut que vos revenus mobiliers représentent plus de 50% de vos revenus totaux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des professionnels parce qu'en fait en général, littéralement, c'est pour des marchands de biens ou des rentiers. Donc en gros, des personnes qui vraiment font de leur vie l'immobilier. C'est pas la majorité des cas. Mais c'est intéressant de le montrer aussi parce qu'il y a peut-être dans ceux qui nous écoutent des personnes qui vont à terme acheter 1, 2, 3, 10 biens et qui au final vivront uniquement des rentes de leur immobilier et passeront ainsi directement dans la catégorie des loueurs meublés professionnels qui implique beaucoup de choses, on va le voir. Mais moi donc je vais surtout me focus ici sur le loueur meublé non professionnel parce que comme je vous ai dit c'est vraiment le régime qui est le plus utilisé en France. Donc ici pour l'imposition, pas de surprise, c'est exactement la même chose qu'en location nue. Le barème est à 66,2% maximal. Donc en gros, on a la TMI de l'IR, plus les prélèvements sociaux, plus la CEHR. Là où dans le régime LMP, donc professionnel, on va avoir des prélèvements sociaux qui sont réduits à 9,7 au lieu de 17,2. Bon, c'est la petite subtilité. Mais la grosse différence, et ce qu'il faut vraiment comprendre entre la location nue et la location meublée, et là pour le coup, ça n'a aucun impact que ce soit non professionnel ou professionnel, c'est les charges déductibles. On l'a vu, pour la location nue, je vous ai dit, les travaux d'agrandissement et de construction ne sont pas déductibles. Pour la location meublée, ils le sont. Donc non seulement ces travaux de construction ou d'agrandissement sont déductibles, mais en plus,
l'amortissement du bien est déductible. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, mais comptablement, on prend en compte la dépréciation des biens. Quand on achète un ordinateur, on sait très bien que l'ordinateur ne va pas durer 20 ans. Au bout de 10 ans, il va peut-être être mort. Et donc sa valeur réelle va diminuer au cours du temps. Bon, pour un bien immobilier, c'est exactement la même chose. On pourrait se poser la question de se dire, ouais, mais quand on achète un bien, en général, il a plus tendance à s'apprécier qu'à se déprécier. Oui, mais en même temps, si on ne fait aucun travaux, rien du tout, en soi, le bien se déprécie. Le bien perd de sa valeur avec le temps. Parce que le bien se dégrade, il s'use, etc. Donc comptablement, on va compter cet amortissement pour de la location meublée et on va venir réduire du montant de l'amortissement tous les ans notre base imposable. Ce qui fait que on peut très souvent arriver à une imposition nulle en location meublée pour la simple et bonne raison que l'amortissement peut être assez élevé et en plus on peut déduire tous les travaux. Donc si j'achète un bien, que je fais beaucoup de travaux et que ensuite je le mets en location, déjà je vais pouvoir déduire tous ces travaux-là. Donc ça va me réduire grandement ma base imposable, même si j'ai rajouté un étage, si j'ai rajouté une chambre, si j'ai rajouté une salle de bain ou autre. Tout ça, je vais pouvoir le déduire. N'importe quel travaux, je vais pouvoir le déduire. Et en plus, je vais pouvoir déduire tous les ans les amortissements. Je ne vais pas ici rentrer dans le calcul de l'amortissement. Je vous ai pris ensuite un exemple arbitraire. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que cet amortissement-là est calculé avec des normes comptables. En général, on prend un bien qui s'use sur 25 ans. C'est un peu la norme. Et on va ensuite diviser la valeur de ce bien par 25. Et tous les ans, on va pouvoir déduire cette petite partie de nos revenus BIC, et donc ça va pouvoir venir réduire notre imposition au maximum. Donc ça, c'est pour la location, et je vais venir juste après sur des petits exemples chiffrés pour que vous compreniez mieux. Donc restez bien parce que je pense que ça va vous éclairer. Si là vous êtes un peu perdu, c'est normal, les exemples chiffrés sont là pour ça. Je passe juste rapidement sur deux petites choses. La première, c'est l'IFI. Vous le savez, l'IFI, donc l'imposition sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'ISF en France en 2018. Donc cet impôt, il s'applique si votre patrimoine immobilier est supérieur à 1,3 million d'euros. Cet impôt-là, il est dû pour le patrimoine immobilier mondial des résidents français. Donc toi, si tu es français, pour calculer l'IFI, on va devoir prendre en compte tous les biens mondiaux que tu as. Et si tu es non résident français, tu vas quand même être redevable de l'IFI uniquement cette fois-ci pour les biens situés en France. En plus de ça, j'ai parlé ici uniquement des biens immobiliers parce que c'est ce qui constitue essentiellement le patrimoine immobilier, mais on peut avoir aussi des droits immobiliers qui rentrent en compte, donc tout ce qui est droit d'usufruitier, droit d'usage, etc. Et aussi les parts et actions des sociétés immobilières. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, les sociétés à prépondérance immobilière, quand vous achetez des parts d'une SCPI par exemple, dans votre assurance vie, eh bien cette part d'SCPI que vous détenez va rentrer dans le calcul de votre patrimoine immobilier pour savoir si vous êtes redevable de l'IFI ou non. Alors il y a quelques petites subtilités sur les biens immobiliers, notamment sur la résidence principale. Vous avez le droit à un abattement de 30%. Donc en gros, si votre RP vaut 1 million d'euros, on va compter uniquement 700 000 euros pour calculer votre base de l'IFI et voir si vous êtes imposable à l'IFI ou non. Ensuite, vous avez une exonération pour les biens professionnels. Donc en gros, vous détenez un local que vous utilisez pour votre activité professionnelle, vous détenez votre cabinet médical par exemple, et il va être exonéré de l'IFI, donc il ne va pas rentrer dans le calcul de la base de l'IFI. De la même manière, les logements qui sont loués meublés pour les loueurs meublés professionnels, on ne va pas faire rentrer ces biens-là dans l'IFI, tout simplement parce que sinon, l'activité de marchand de biens ou de loueur meublé professionnel perdrait vraiment beaucoup de son sens parce que si notre métier se résume à faire de l'immobilier et qu'on est taxé en plus à l'IFI sur tous nos biens immobiliers, en plus déjà de l'impôt sur les revenus qu'on a vu tout à l'heure, dans ce cas-là, ça devient plus intéressant et plus personne ne ferait des activités immobilières. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, on va calculer le patrimoine immobilier d'un foyer fiscal. Donc ce foyer fiscal, c'est soit une personne seule, soit deux personnes qui vivent en couple. Attention, les personnes n'ont pas besoin d'être pacsées ni mariées. Ici, elles peuvent juste être en concubinage, donc vivre en couple sous le même toit, et elles seront considérées comme un foyer fiscal pour l'IFI. Et donc, c'est les biens des deux personnes qui contribueront à calculer le patrimoine immobilier du foyer entier. Et donc, seront sûrement, il y a un peu plus de chances qu'elles soient redevables de l'IFI. Ensuite, dernière chose pour l'IFI, il faut savoir qu'on va prendre la valeur nette du bien au 1er janvier. Donc la valeur nette du bien, ça veut dire qu'on va déduire toutes les dettes immobilières, donc tous les travaux, tous les emprunts immobiliers, tous les impôts, donc les taxes foncières, les droits de succession, etc. Tout ça, on va le déduire. En gros, c'est un peu comme quand on calcule vos revenus fonciers. On va déduire des dettes immobilières tout simplement parce que vous avez beau acheter un immeuble 10 millions d'euros, si vous vous êtes endetté à hauteur de 9 millions d'euros pour payer ce bien-là, concrètement, c'est pas comme si vous aviez vraiment 10 millions de patrimoine net dans votre poche. Donc vous n'allez pas être taxé sur quelque chose que vous détenez pas vraiment, puisque en fait c'est un peu la banque qui le détient aussi. Bref, dernière chose, le calcul de l'IFI.
Je vous ai mis les petits barèmes ici. Ce qu'il faut comprendre, la petite subtilité juste, c'est que donc, vous êtes redevable de l'IFI si votre patrimoine est supérieur à 1,3 million d'euros. Mais en fait, l'IFI va se calculer à partir de 800 000 euros sur votre patrimoine. Donc en fait, si vous avez 1,5 million, vous allez payer de l'IFI sur la part qui va de 800 000 à 1,5 million et non pas de 1,3 million à 1,5 million. Voilà, c'est la petite subtilité. Il y a deux autres petits trucs ici que sont la décote de l'IFI. La décote de l'IFI, en gros, c'est juste que vous allez payer un peu moins d'impôts. Vous allez payer un peu moins d'IFI si votre patrimoine est entre 1,3 et 1,4 million. Donc en gros, si vous êtes juste à peine redevable de l'IFI, vous allez payer encore un peu moins. Et la dernière chose, c'est le plafonnement de l'IFI. Il faut savoir qu'en France, on a ce qu'on appelle une imposition globale maximale qui est imposée à 75%. Donc en gros, vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'individu, être taxé annuellement plus que 75% de la totalité de vos revenus. Ouf, Dieu merci, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IFI ne va pas pouvoir faire dépasser cette limite-là. Et l'IFI, comme c'est le dernier impôt qu'on calcule, on va d'abord calculer votre imposition sur vos revenus, sur vos capitaux mobiliers, sur votre travail, sur machin. On va calculer tous vos impôts de l'année et l'IFI va être calculé en dernier. Et donc en fait, si l'IFI que vous deviez normalement à l'administration fiscale fait dépasser votre taux d'imposition au-delà de 75%, eh ben, on va réduire donc, le montant de l'IFI duquel vous êtes redevable pour que votre imposition globale soit de 75%. Donc, dernier petit truc sur la détention de l'immobilier en France, vous avez ce qu'on appelle des régimes fiscaux spécifiques. Ce qu'on a vu juste avant sur la location nue et la location meublée, c'est les régimes fiscaux classiques. Et vous avez des choses qui ont été mises en place par l'État, que sont des régimes fiscaux spécifiques dans un but d'optimisation fiscale, entre guillemets. Donc vous avez des régimes qui vont vous faire soit déduire de l'impôt, donc qui vont venir réduire votre assiette imposable, soit des régimes de réduction d'impôt qui, eux, vont venir réduire directement l'impôt. Parmi ces régimes-là, les plus connus, c'est les Pinel et les Malraux. Bon, je ne vais pas venir en détail ici. Encore une fois, je vous ai mis des petites infos sur ces régimes-là. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup nous en gestion de patrimoine, tout simplement parce que c'est pas du tout intéressant en fait, in fine. Ces régimes-là ont été mis en place par l'État pour un peu inciter les gens, notamment à acheter de l'immobilier neuf, à faire des restructurations et des restaurations de patrimoine immobilier ancien. Mais bon, globalement, en général, quand c'est mis en place par l'État, c'est pas très intéressant. Donc moi, je conseillerais honnêtement jamais de faire du Pinel ou du Malraux parce qu'il y a plein d'autres problèmes structurels qui viennent avec et c'est pas forcément intéressant. D'autant plus que, donc petit rappel, tous ces régimes fiscaux spécifiques-là rentrent dans ce qu'on appelle des niches fiscales. L'État a mis en place des niches fiscales. Quand par exemple on emploie une femme de ménage à domicile, on va pouvoir venir réduire notre imposition, etc. Il y a plein de petits trucs comme ça en France. Mais en fait, ces niches fiscales-là, annuellement, sont plafonnées à 10 000 euros maximum. Donc en gros, c'est pour ça que c'est même pas forcément intéressant parce qu'on arrive très rapidement à 10 000 euros. Si on commence à faire un Pinel sur un logement assez conséquent ou autre, la réduction elle sera même pas importante quoi. Donc voilà, je le conseille pas du tout. C'est pour ça que je vous l'ai mis parce que c'est intéressant de savoir que ça existe. Mais moi, c'est pas quelque chose que je vais détailler davantage. On arrive à l'exemple chiffré. Donc ici, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure pour l'acquisition. Donc je vais prendre un exemple chiffré sur une location meublée non professionnelle, donc une acquisition en nom propre qu'on va ensuite mettre en location meublée et on va être considéré comme un LMNP parce que ça ne dépasse pas 50% de nos revenus totaux et que ça ne dépasse pas 23 000 euros de revenus annuels. Donc je vais prendre ce cas-là et je vais prendre le cas d'une SCI à l'IS classique pour vous montrer un peu les différences entre les impositions dans ces deux choix-là. Donc vous vous rappelez du cas, tout à l'heure on a acheté notre appartement 100 000 euros. Maintenant on va le mettre en location meublée. La location meublée on la met à 500 euros par mois, ce qui nous fait 6 000 euros de revenus par an. On va avoir un remboursement d'emprunt à hauteur de 200 euros par mois parce qu'on s'est endetté pour payer ce bien-là. Donc, ce qui nous fait 2 400 euros de charges d'emprunt par an. On a fait des travaux pour 1 200 euros et le bien s'est amorti comptablement de 400 euros par an. Donc là, on va calculer l'imposition sur le revenu pour cette année-là. Donc, quand on est en nom propre, on va calculer la base imposable. La base imposable, on va avoir donc 6 000 euros de revenus par an, moins les charges déductibles, donc les remboursements d'emprunt plus les travaux, ce qui fait 3 600 euros, moins l'amortissement du bien, parce que vous vous rappelez, l'amortissement du bien est une charge déductible lorsqu'on loue en meublé, ce qui nous fait une base imposable de 2 000 euros, et on va venir ensuite calculer l'impôt sur cette base imposable à notre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux.
Pas de CEHR ici parce que j'estime qu'on n'est pas à plus de 250 000 euros de revenus. Et j'ai mis une TMI arbitrairement à 30% parce que grosso modo, c'est la TMI dans laquelle il y a le plus de gens. Maintenant, nous, quand on est en gestion de patrimoine, on prend à chaque fois les TMI les plus élevés parce que nos clients sont en général assez fortunés et donc ils sont à la TMI maximale. Donc, on calcule notre imposition sur le revenu. Donc, on a 30% de 2000 euros, ça fait 600 euros. Et on calcule nos prélèvements sociaux. 17,2% de 2000 euros, ça fait 344 euros. On arrive donc à 944 euros d'impôt, ce qui représente en gros une imposition globale de 47,2%. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut monter jusqu'à 66,2. Je vous l'ai mis ici. Ça peut monter jusqu'à 66,2, mais c'était dans le cas où on prenait une TMI à 45, la CEHR et tout le tintouin. Ici, on est donc à 47,2% par an, ce qui est quand même beaucoup. Ensuite, pour ce qui est de la SCI à l'IS, le calcul de la base imposable est exactement le même. On est à 2000 euros. On peut déduire exactement les mêmes charges, qu'on soit via une SCI à l'IS ou en location meublée non professionnelle. C'est exactement pareil. Ici, ce qui va différer, c'est le calcul de l'impôt. Là où on était à l'IR avant, parce qu'on était en détention directe, ici on va être à l'IS, parce qu'on est via une structure. Donc on va calculer l'IS, c'est 25% l'IS. J'ai pas pris le taux de 15%. En gros, dans les sociétés, votre IS est de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et au-delà de 42 500 euros de bénéfices, il passe à 25%. Bon, j'ai pris 25% ici parce que ça reste le taux classique. Donc on est à 25% fois 2000 euros égale 500 euros. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est bon, on a payé tous nos impôts, ça représente 500 euros sur 2000, je suis à 25% d'imposition, là où là, j'étais à 47,2. Oui et non, parce qu'en fait, ici, dans le cadre d'une LMNP, comme c'est en nom propre, on va payer sur de l'argent qu'on a reçu. Ici, dans une SCI à l'IS, les 6 000 euros de loyer, c'est la société qui les a perçus. Mais si nous, on veut les percevoir, on veut les toucher en direct, et qu'on veut se verser cet argent sur notre compte, eh bien, on va repayer des impôts. Et on va payer cette fois-ci la flat tax. Quand on se verse de l'argent, on va le faire sous forme de dividendes. Et ces dividendes vont être taxés à 30%. C'est la flat tax. Donc ça représente en gros 12,8% d'IR et 17,2% de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux qu'on retrouve ici et un IR qu'on retrouve ici, mais qui n'est pas cette fois-ci à la tranche marginale d'imposition, mais qui est juste arbitrairement donné à 12,8% pour faire une flat tax à 30%. Donc, si on repaye 30% sur l'argent qu'on va se verser, donc sur les 1500 euros qui restent, on va se verser cet argent-là et on va payer en tout 500 euros, donc 30% de 1500, ce qui fait un total de 1000 euros d'impôt et donc une imposition en moyenne à 50%. Donc, je vous ai rappelé ici juste l'imposition globale. Pour LMNP, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 66,2. Et pour la SCI à l'IS, ici on a 50%, mais le maximum c'est 50,5% parce qu'on peut prendre en compte encore une fois la CEHR de 4%. Voilà, je vous ai mis le détail ici du calcul, comment on arrive à 50,5. Il faut savoir aussi, comme je vous ai dit, que toutes les charges sont déductibles. Et donc, souvent, on paye 0 euros. Le déficit en plus est reportable. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour la location nue, le déficit est reportable dans une limite de 10 700 euros. Pour un régime LMNP, c'est marqué ici. Ce déficit BIC est imputable uniquement sur les revenus de même nature, donc c'est sur ces revenus BIC, mais il va être illimité ici. Il ne va pas être limité à 10 700. Donc, comme on peut déduire tous les amortissements et toutes les charges possibles, donc tous les travaux possibles, tous les frais de notaire, tous les impôts, toutes les dettes immobilières, toutes les charges d'emprunt, on peut tout déduire. Donc, on va souvent être amené à payer 0. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant le statut de loueur meublé non professionnel et aussi via une SCI à l'IS. Mais on va pouvoir déduire toutes ces charges-là, ce qui fait qu'on va souvent payer 0 euros d'impôt. Et donc, ça devient quand même vachement intéressant à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille souvent de faire des travaux. Quand on achète un bien, on dit souvent, si on fait des travaux et qu'ensuite on va le mettre en location, mais on va pouvoir déduire tous ces travaux tous les ans. Ça va en fait réduire notre imposition et en plus augmenter la valeur du bien. Donc en gros, c'est tout bénef. Donc ça, c'est pour la location. Dernière partie, restez accrochés, j'espère que je suis assez clair. Cette partie-là, cession, est un peu plus simple que le reste. Il y a encore des spécificités pour chaque truc, mais globalement, c'est pas très compliqué, il y a moins de subtilité. Et vous allez comprendre là cette fois-ci vraiment la puissance de la LMNP comparée à une SCI à l'IS. Parce que jusqu'alors, on était à peu près pareil. Vous vous rappelez, on avait payé les mêmes frais. On avait là payé à peu près la même imposition, 944 au lieu de 1000 euros. Globalement, c'est à peu près pareil. Mais là, on va voir, pour la cession, il y a une énorme différence si on est via une SCI ou si on est en LMNP.
Parce que, donc pour la session, vous le voyez, je fais une distinction entre monde IR et monde IS. Quand on est à l'IS, donc via une structure, c'est pas du tout pareil que quand on est à l'IR. Moi, je vais venir directement à l'IR ici. Donc mon IR, encore une fois, ça peut être soit via une détention en direct, en nom propre, comme je vous le dis depuis tout à l'heure avec la LMNP. Ça peut être aussi via une structure semi-translucide, donc via une SCI à l'IR par exemple. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ici, on va avoir une distinction entre location nue ou LMNP et LMP. Donc, dans le cadre d'une location nue ou d'une location meublée non professionnelle, il y a 3 étapes. Première étape, on va calculer la plus-value. Quand on vend un bien, on va être imposé sur notre plus-value. Mais cette plus-value-là, elle a des modes de calcul qui diffèrent. Pour ce qui est de la location nue ou de la LMNP, le calcul de la plus-value, c'est tout simplement le prix de cession moins le prix d'acquisition majoré. Je vais y venir encore une fois à la fin de ce module-là. Je vais venir sur un exemple chiffré en reprenant exactement le même cas que tout à l'heure. Et comme ça, vous allez vraiment comprendre la différence. Mais là, voilà, juste je vous montre la théorie et on viendra ensuite sur la pratique. Ce sera beaucoup plus simple. Donc le prix de cession, imaginons j'ai acheté un immeuble 100 000 euros et je le vends 200 000 euros. Mon prix de cession, ça va être 200 000 euros. Et mon prix d'acquisition, ça va être 100 000 euros. Mais ce prix d'acquisition-là, vous le voyez, est majoré. Et donc, je vais en fait venir majorer ces 100 000 euros par soit un montant réel, donc des factures ou autre, mais on ne va pas en tenir compte ici. En fait, je vais venir majorer mon prix d'acquisition forfaitairement de 7,5% plus 15%. Ces 7,5%, ça correspond grosso modo aux frais de notaire. C'est arbitraire, on l'a vu au tout début de ce value asset, les frais de notaire sont entre 7 et 8%. Donc l'administration fiscale, arbitrairement, a déclaré que c'était 7,5%. Qu'on va pouvoir venir majorer parce que ces frais de notaire-là, on les a payés et ils ne rentrent pas dans le prix d'acquisition du bien. Et les 15% ici représentent des dépenses de rafraîchissement du bien, en gros un peu les dépenses annuelles classiques pour entretenir un bien immobilier. Ces 15%-là, petite précision, on peut les mettre, on peut les imputer uniquement si on a vendu 5 ans après avoir acheté le bien, minimum. Donc voilà, ça va venir majorer notre prix d'acquisition et on aura donc une plus-value taxable, imposable, qui sera déduite de ce calcul-là. Deuxième étape, est-ce qu'on a des abattements ou non? Il faut savoir que dans le monde hier, quand on est en location nue ou en location meublée non professionnelle, on va avoir des abattements sur notre imposition, au plus on va garder le bien. Donc je vous ai mis le tableau juste ici, encore une fois je ne vais pas tout détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 22 ans, on est exonéré d'impôts sur le revenu. Et au bout de 30 ans, on est exonéré de prélèvements sociaux. Donc en gros, on va le voir après, si vous détenez votre bien depuis 30 ans, vous payez 0 impôt si vous êtes dans le cadre d'une location nue ou d'une location meublée non professionnelle. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est hyper intéressant le LMNP parce que déjà pendant la durée de vie du bien par rapport à la location nue, vous allez pouvoir déduire tous les amortissements et tous les travaux. Mais en plus, à la cession, c'est le même régime. Et à la cession, on peut payer 0 impôt sur notre plus-value. Donc c'est hyper intéressant. Alors oui, ça fait beaucoup d'années de détention, mais c'est totalement possible. Et en fait, il faut savoir que ce barème-là commence à partir de 5 années de détention. Donc à partir de la 5e année de détention du bien, on va avoir des abattements sur l'IR et sur les PS qui sont détaillés ici. Et ce qui va nous donner, in fine, le calcul de l'imposition de notre plus-value qui est de 19% d'IR. On n'est plus sur de la tranche marginale d'imposition ici, on n'est plus sur de la TMI comme tout à l'heure pour les revenus. On est arbitrairement fixé à 19%, c'est comme ça. On a toujours les prélèvements sociaux à 17,2, ça ne bouge pas. Et ensuite, on peut avoir de la CEHR, encore une fois, et cette fois de la TPVIE, qui est la taxe sur les plus-values immobilières élevées, qu'on va avoir juste après. Et cette taxe sur les plus-values immobilières élevées peut aller jusqu'à 6%. On a le barème juste ici. Mais en fait, cette TPVIE-là, elle va être due uniquement, donc c'est la 3e étape, elle va être due uniquement si on a une plus-value qui est supérieure à 50 000 euros après avoir fait l'abattement de l'IR. Je vous pose ça là, je reviendrai tout à l'heure dans l'exemple chiffré, vous comprendrez exactement comment ça se passe. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 étapes pour la location nue ou la LMNP. On calcule la plus-value, et le calcul de la plus-value, c'est prix de cession moins prix d'acquisition majoré forfaitairement de 7,5% plus 15%. Deuxième étape, on regarde si on a des abattements pour durée de détention. Et ensuite, on va calculer notre IR et nos prélèvements sociaux. Et on a notre imposition due. Deuxième partie du monde de l'impôt sur le revenu, c'est si on est loueur meublé professionnel. Ici, c'est assez complexe. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail.
mais je vais surtout insister sur le calcul de la plus-value qui est intéressant parce ça va induire d'autres choses, on va le voir après. Quand on calcule la plus-value, quand on est LMP, c'est pas prix de cession moins prix d'acquisition majoré que vous aviez ici, c'est prix de cession moins VNC. Alors, qu'est-ce que c'est la VNC? La VNC, ce qu'on appelle la valeur nette comptable, c'est le prix de revient, autrement dit le prix d'achat, moins les amortissements pratiqués. Vous vous rappelez tout à l'heure, pour la détention du bien, quand je vous ai mis les exemples chiffrés, on avait arbitrairement estimé que l'amortissement du bien c'était 400 € par an. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les ans, cet amortissement il est enregistré. Donc si vous vendez votre bien au bout de 10 ans, quand vous êtes LMP, vous allez recalculer ces 400 € par an x 10, donc 4000 €, et vous allez les réinjecter dans votre prix d'achat. Ce qui fait que ça va venir augmenter votre base imposable pour la plus-value. On va le voir encore une fois dans l'exemple chiffré juste après. La deuxième étape, quand on est LMP, savoir si on a une exonération. Donc si l'activité est exercée depuis plus de 5 ans, on va avoir une exonération totale sur la plus-value, totale, on va payer 0 impôt si la moyenne de recettes des 2 dernières années est inférieure ou égale à 90 000 €. Et on va avoir une exonération partielle si la moyenne des recettes des 2 dernières années est entre 90 et 126 000 €. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, voilà, c'est noté. Si ça vous intéresse, vous pourrez faire des recherches. Vous pouvez aussi me poser des questions, encore une fois, j'y répondrai avec plaisir. Mais ici, je vais rester assez global. Troisième et dernière étape pour la LMP, c'est là où ça se corse un peu, c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On va distinguer la plus-value de court terme et la plus-value de long terme. En gros, la plus-value de court terme représente le montant des amortissements, donc les 4000 €, les 400 x 10 là, ça va être ce qu'on considère comme de la plus-value de court terme et elle va être imposée à la TMI, à l'IR, plus les PS, plus la CEHR, là où la plus-value de long terme, donc tout le reste de la plus-value, qui n'est pas en fait dû aux amortissements cumulés, va être calculé selon le mode classique, comme on a vu pour la location meublée non professionnelle, c'est 19 plus 17,2 plus 4%. Donc, quatrième étape, il y a également des abattements pour durée de détention, mais uniquement pour la plus-value long terme quand on est LMP. C'est de l'ordre de 10% par an à partir de la 5e année. En gros, au bout de 15 ans, vous ne payez aucun impôt sur votre plus-value long terme et vous devrez donc juste de l'impôt sur votre plus-value court terme, dont la base est tout simplement le montant des amortissements pratiqués sur les dernières années. Donc ça c'est tout pour l'impôt sur la plus-value dans le monde à l'IR. Maintenant, dans le monde à l'IS, c'est extrêmement simple. Une seule étape, c'est le calcul de la plus-value. Et ce calcul de la plus-value, c'est exactement le même que dans la LMP qu'on vient de voir. C'est prix de cession moins valeur nette comptable. Valeur nette comptable, donc on prend en compte ici les amortissements. Et c'est pour ça, on va le voir, il y a une grosse différence entre LMNP et SCI à l'IS. Les deux exemples que je prends depuis le début, on a vu c'était grosso modo pareil pour l'acquisition, grosso modo pareil pour la détention et la location. Et on va le voir là pour la cession, ça n'a rien à voir. On va voir dans l'exemple chiffré juste après. Parce que donc cette plus-value, on prend en compte les amortissements pratiqués et ensuite on a imposé classiquement au taux de l'impôt sur les sociétés, donc 25% ou 15% pour la tranche inférieure à 42 500 € de bénéfices. Donc voilà, c'est tout pour l'IS. Je vous fais une petite parenthèse, mais très rapide, sur les ventes de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Donc le calcul que je venais de vous donner là, c'est bien quand la société vend un bien. Mais par contre, moi j'ai ma société vend le bien, mais je peux aussi décider de vendre mes parts de la société. On l'a vu au tout début, la société elle permet vraiment de faire une transmission parce que les parts justement on peut les revendre à nos enfants, on peut les revendre, on peut les donner, on peut les revendre, etc. Quand je vends mes parts de société à prépondérance immobilière, j'ai une imposition qui m'est due. Je vous ai détaillé ici les trucs. Je ne vais pas y revenir là à l'oral. Vous pourrez télécharger directement encore une fois la map en description et comme ça vous lirez à tête reposée ce truc là si ça vous intéresse. Mais je voulais juste montrer qu'il y a une distinction et qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on est dans le monde à l'IS, il y a d'un côté la vente du bien immobilier par la société et il y a de l'autre côté la vente des parts de la société immobilière qui a une imposition totalement différente parce qu'on va être imposé forcément à l'IR vu que c'est nous en tant que personne physique qui détenons les parts de cette société. On arrive à l'exemple chiffré et c'est là où vous allez vraiment comprendre la distinction et l'intérêt de prendre une LMNP plutôt qu'une SCI à l'IS. Donc ici, je reprends mon bien immobilier de tout à l'heure. On l'a vu dans la première section, j'ai acheté mon bien immobilier 100 000 €, je le revends 200 000 € au bout de 10 ans et j'ai amorti le bien, comme on l'a vu dans l'exemple juste avant, de 400 € par an.
Comment ça va se passer cette imposition? Quand on est en nom propre, donc en LMNP, on fait les 3 étapes que j'ai détaillées juste ici. Première étape, calcul de la plus-value. Deuxième étape, abattement. Troisième étape, TPVIE. Donc première étape, calcul de la plus-value. Vous vous rappelez, ici, le calcul de la plus-value, c'est prix de cession moins prix d'acquisition majoré. La majoration ici, vous vous rappelez, c'est 15 plus 7,5. Donc ça fait 22,5%. Donc en gros, notre plus-value imposable, la base de notre plus-value imposable va être non pas de 200 moins 100 000 euros, mais de 200 moins 122 500 euros, ce qui nous donne une base imposable de 77 500 euros. Ensuite, est-ce qu'on a des abattements? Oui, on l'a vu, on a détenu le bien 10 ans avant de le vendre. Et on l'a vu dans le barème juste ici que je vous ai détaillé, c'est à partir de la 5e année qu'on commence à avoir des abattements. On a un abattement de 30% au bout de 10 ans, et pour les prélèvements sociaux, on a un abattement de 8,25% au bout de 10 ans. Donc, on va calculer ces abattements-là. Hier, on a vu abattement de 30%, donc on va prendre cette base-là de 77 500, on va déduire 30%, ça va nous donner 54 250 euros, et c'est sur ce montant-là qu'on va devoir de l'impôt sur le revenu. On fait pareil pour les prélèvements sociaux, mais cette fois avec l'abattement de 8,25%, ça nous donne une base imposable pour les prélèvements sociaux de 71 106 euros. Dernière étape, et ensuite, dernière étape, est-ce qu'on est redevable de la taxe sur la plus-value immobilière élevée, oui ou non? Ici, oui, parce qu'on l'a vu, on est redevable si notre plus-value est supérieure à 50 000 euros après abattement hier. Donc ici, on le voit, après abattement hier, notre base, c'est 54 250 euros. Donc c'est supérieur à 50 000 euros. Donc oui, on va devoir de la TPVIE ici. Comment se passe le calcul? On calcule d'abord l'IR. 19% de cette base-là, de 54 250 euros, ça fait 10 308. Les prélèvements sociaux, c'est 17,2% de cette base-là qu'on a calculée, ça donne 12 230 euros. Et la taxe sur la plus-value immobilière élevée, c'est grosso modo 2% fois le montant de la basière, ça donne 1085 euros. Alors, le 2%, il est un peu arbitraire, vous m'en voudrez pas. Je vous ai mis le barème ici exact de la taxe sur la plus-value immobilière élevée. Vous voyez quand on est de 50 à 60 000, c'est pas vraiment 2% exactement, c'est 2% moins un petit calcul fois un vingtième machin. Je voulais pas compliquer la vie ici, donc j'ai mis tout simplement 2%. Où on n'est pas à 300 balles près. Ici, ça nous fait un total, quand on est en LMNP, de 23 623 euros quand on a revendu un bien 200 000 euros et qu'on l'a acheté 100 000 euros. Donc, on voit bien, grâce à ce calcul tout simple, que ici, plus on vend tard, moins on paye. Pourquoi? Parce que plus on vend tard, plus les abattements sont importants. Je vous l'ai dit, à partir de 22 ans, on ne paye plus d'IR, et à partir de 30 ans, on ne paye plus d'IS, on ne paye plus de PS. Donc en gros, au bout de 30 ans, on paierait littéralement 0 € d'impôt. Maintenant, pour ce qui est de la SCI à l'IS, le calcul de la plus-value n'est pas le même. On l'a vu, on prend en compte ici la VNC. Donc on vend notre bien 200 000 euros, donc prix de cession, moins la VNC. La VNC, je vous ai dit, c'est le prix d'acquisition auquel on déduit les amortissements qui ont été pratiqués. Donc les amortissements qui ont été pratiqués, c'est tout simplement 400 euros par an fois 10 ans, donc ça fait 4 000 euros. Donc on a une plus-value, on voit ici, qui va être augmentée. Elle va être à 104 000 au lieu de 100 000 si on n'avait pas pris en compte ces amortissements. Bon, en l'espèce, c'est pas une grosse différence parce que j'ai pris des amortissements qui étaient très faibles. 400 euros, c'est pas beaucoup pour un bien, mais vous voyez quand même mécaniquement que ces amortissements-là, qui nous ont permis de réduire notre fiscalité sur les revenus immobiliers pendant toute la détention du bien, quand on le mettait en location tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, on a déduit ces 400 euros. Tous les ans, on déduisait, c'est ici, tous les ans, on déduisait ces 400 euros ici et ici, ce qui nous permettait de réduire notre base imposable. Et ben, en LMNP, on les réduit, mais on les réintègre jamais. En SCI à l'IS, on vient les réintégrer ici, et on nous rappelle en gros que rien n'est gratuit. On vient les réintégrer ici, ce qui va venir augmenter notre base imposable. Ensuite, on a une imposition à l'IS à 25%, donc 25% de 104 000 euros, ça fait 26 000 euros d'impôt. Ici, dans cet exemple, sensiblement pareil que 23 000, il y a quand même 3 000 balles de différence, mais la différence n'est pas très marquée pour deux raisons. Premièrement, j'ai pas vendu hyper tard ici, donc j'ai quand même des abattements mais qui sont pas très élevés. Si j'avais vendu au bout de 30 ans, là j'aurais 0 ici
et là j'aurai 26 000 balles. Mais en plus de ça, je vous ai mis ici, plus on vend tard, plus on paye. Pourquoi? Parce que les amortissements, je viens les réintégrer. Donc ici, j'ai vendu au bout de 10 ans, donc ça me fait 4 000. Mais si je vends au bout de 20 ans, c'est pas 4 000, mais 8 000 que je vais devoir réintégrer. Donc ma plus-value, ça devient non plus 104 000, mais 108 000. Donc ça va venir augmenter encore mon imposition. Donc vous voyez très simplement ici que dans le cadre d'une cession, la SCI à l'IS est beaucoup moins avantageuse que le régime de LMNP via une détention en direct. Et là, vous devez vous dire, ok, mais attends, Louis, tu m'as dit que acheter via une société, c'était quand même beaucoup fait en France, ça avait plein d'avantages, autres que j'ai pas détaillé ici, mais ça a plein d'avantages. Et tu m'as dit aussi que la location meublée, c'est ce qui se faisait le plus. Donc là, tu es en train de me dire qu'en gros, si on veut faire de la location meublée, c'est soit je me fais défoncer d'impôts via une SCI, soit je le fais en nom propre. Mais si je veux le faire via une société, en gros, je paye forcément beaucoup. Oui et non. Pour une SCI à l'IS, c'est pas intéressant. Mais il y a d'autres sociétés via lesquelles vous pouvez acheter de l'immobilier. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai mis ici la SCI et on a détaillé la SCI parce que c'est la plus connue et la plus utilisée. Mais vous le voyez bien, et vous voyez de vous-même, la SCI à l'IS, c'est pas très intéressant. Donc si on veut faire de l'immobilier en location meublée, en société, quelle société on devrait choisir? Et ben dans ce cas-là, on pourrait potentiellement se tourner vers une SARL de famille. Pourquoi? Une SARL de famille, c'est une société donc, qui va devoir être constituée par des membres de votre famille. Donc elle doit être constituée avec minimum 2 personnes. Et c'est des membres de la même famille, famille rapprochée. Ça ne peut pas être plus de second degré. Donc ça ne peut pas être votre tante, votre oncle ou quoi. Ça peut être votre soeur, vos fils, vos parents. Mais je crois que ça peut pas être vos cousins, enfin voilà, bon à vérifier, mais grosso modo, il y a quand même des petites restrictions là-dessus. Mais en gros, ça peut être que des membres de la famille déjà, ça peut pas être votre pote ou autre. La SARL de famille, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la société qui va permettre de louer en meublé tout en étant imposé à l'IR. Donc je m'explique, ici, vous vous rappelez, SCI à l'IR, je vous ai dit, c'est pas possible d'avoir de la location meublée. Donc en gros, la SARL de famille va bénéficier exactement du régime de la location meublée. Donc tous les avantages qu'on a vus, on peut déduire tous les amortissements, tous les travaux, etc. Et en plus, à la cession, on vient calculer la durée de détention pour calculer les abattements, ce qui va venir réduire amplement la base imposable. Et en plus, on ne réintègre pas les amortissements. Donc en gros, la SARL de famille va nous permettre d'avoir un régime LMNP, mais en structure, ce qui va donc nous laisser une aisance patrimoniale assez grande, une grande liberté. On va pouvoir mettre nos enfants, on va pouvoir faire la transmission quand même de manière assez optimale grâce à la SARL de famille. Voilà, il y a d'autres formes possibles. Je ne vous ai pas parlé de la SNC. La SNC, grosso modo, on peut faire à peu près pareil qu'une SARL de famille. On peut faire aussi de la location meublée à l'IR, mais cette fois-ci, ça va être avec des associés. C'est une société qui a des règles extrêmement spéciales, il y a un fort intuitu personae, on ne peut pas faire rentrer n'importe qui au capital, etc. Donc ça posera des petits soucis, des petits problèmes techniques davantage que la SARL de famille, mais on ne peut pas constituer une SARL de famille avec des potes, par exemple, alors qu'une SNC, on peut totalement le faire. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce value asset. J'espère que j'ai été assez clair. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, c'est la première fois que je récite un cours littéralement. Donc j'espère avoir été assez clair, pas trop dans le détail, mais en même temps assez, enfin pas trop technique, mais en même temps assez dans le détail. C'est pas évident, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment je peux m'améliorer, comment je peux tourner les choses pour que ce soit peut-être plus intéressant ou mieux. Après, j'ai quand même pas choisi le sujet le plus intéressant, la fiscalité de l'immobilier. C'est quand même un gros morceau de la gestion de patrimoine. J'ai voulu entamer avec ça parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est des choses qui sont assez floues pour beaucoup. Et je voulais vraiment en gros montrer que l'immobilier, oui, c'est bien, tout le monde en a. Ça représente une grosse part du patrimoine des Français, c'est plus de 65% du patrimoine des Français, l'immobilier en moyenne. Donc c'est quand même une grosse part. Mais les gens font beaucoup d'erreurs assez basiques, enfin en tout cas des erreurs qui peuvent être évitées très facilement si on connaît un peu ces petits mécanismes et les différences justement entre une location nue, une location meublée, acheter en propre, acheter en société. Voilà, c'est plein de petites subtilités qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Et donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous tiens pas plus longtemps. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous avez aimé, lâchez un like, une petite recommandation, envoyez cette vidéo à tous vos potes qui veulent investir dans l'immobilier, si ça peut les aider. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, mon Instagram, mon YouTube, mon TikTok et autres, mais surtout sur Instagram, je réponds à tout le monde, je publie quasiment tous les jours, donc voilà. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire vos propositions pour ces value assets là.
Je vous ai dit, je pourrais faire des trucs sur les régimes matrimoniaux, je pourrais faire des trucs sur les produits structurés. Voilà, il y a plein de sujets que je peux aborder qui peuvent être hyper intéressants. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire ou en DM Insta. Les gars, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!